Salut mes petits Tazunais, comment allez-vous? Eh bien moi ça va, merci. C'est vrai qu'on ne demande jamais comment va le youtubeur derrière l'écran. Ça va, impeccable, nickel. J'ai ma petite tasse de thé vert à la menthe parce que il commence à faire un peu froid. Et que ça change du café. Donc on est bien, on est pépouze. Et puis on est ensemble pour parler de l'épisode 3 de la saison 2 de l'animé Blue Lock. Alors un épisode que je redoutais un petit peu après l'épisode 2 précédent, mi-figue, mi-raisin, dans lequel il se passait pas grand chose, il y avait un faux drama, un faux suspense, dans lequel l'équipe d'Izagi était en train de se faire bolosser, de se faire martyriser, et Izagi se demandait justement comment est-ce qu'il allait faire pour, de une, remonter et gagner le match, et de deux, faire en sorte d'émerger de l'équipe pour se montrer devant Ego et pour être sélectionné pour le tour suivant. Nous nous étions arrêtés à la fin de l'épisode 2 sur un score de 4-2 pour l'équipe adverse, c'est-à-dire qu'un but de plus et l'équipe d'Izagi perdait le match. Et nous retrouvions donc Izagi en train de se demander comment est-ce qu'il allait faire pour tirer son épingle du jeu, tout en faisant coopérer Rin et Bigou qui étaient incompatibles dans le duo d'attaque. Et dès le départ, juste après le coup d'envoi, on retrouve notre duo cheveux bleus qui s'appelle Iori et Izagi. Izagi qui est de nouveau repris en tenaille par Karasu. Rin qui essaie de se démarquer du ninja, son nom c'est pas important, on le reverra plus je pense. Et là, il y a Sancho le Bando qui débarque, enfin, parce qu'on n'avait pas vu de l'épisode 2, qui vient proposer une solution supplémentaire. Et le mec va devenir ce facteur X, ce joueur supplémentaire qui va permettre de créer des espaces. Moins fort tactiquement qu'Izagi, mais qui a également cette forte perception du jeu, avec ballon et sans ballon. Et Izagi est alors réconforté, il se retrouve en position près de la surface de réparation, il fait la passe à Bigou en pensant que celui-ci, dans un rôle de pivot, va le décaler en plein centre, libre de tout attaquant. Mais Bigou sort un geste technique détonnant, une reprise de volée en se retournant, et marque lui-même le but. Tout le monde est étonné, Izagi le premier, parce qu'il pensait pouvoir briller et marquer un but à ce moment-là. Il a une passe décisive. C'est un moindre mal, mais il commence à comprendre que pour devenir membre du top 6 actuel du Blue Lock, il va falloir la jouer perso. Et c'est justement cette pointe d'orgueil qui va faire qu'au coup d'envoi suivant, lorsque Karasu vient prendre la balle à Izagi, lorsque Rin vient dire à Izagi « laisse tomber, t'es pas assez fort, mets-toi de côté, je m'en occupe », eh ben, Izagi, il commence à avoir les boulasses. Il commence à ressentir en lui cette part de frustration et commence à se prendre en main et vient attraper lui-même le ballon à Karasu. Le mec, il vient poser son bardage sur la table et dit non, ça suffit. Donc, grosse remontée d'hormones, grosse remontée de testo. Tu vois, le mec, il commence à se prendre en main. Il remonte le terrain avec Iori et Bando Bleu, et commence à naître en lui l'idée qu'il va pouvoir se servir de ses deux coéquipiers qui sont moins forts que lui sur le papier pour que lui puisse briller. Et c'est là où commence à arriver le twist de l'épisode en fait, où Izagi va passer du joueur lambda, du joueur en équipe, du joueur altruiste, au joueur égoïste. Tout se passe comme prévu. Iori lui fait une passe en plein dans la surface de réparation, mais Izagi est trop court physiquement pour pouvoir la reprendre de volée. Et c'est Rin qui va récupérer la balle, enfoncer le clou et revenir à égalité à 4-4. On arrive alors sur la scène d'introspection d'Izagi qui ne comprend pas ce qui lui manque. Enfin, il le comprend, en fait c'est son corps, c'est son côté physique qui n'arrive pas à compenser la vitesse du jeu à laquelle les autres joueurs évoluent. Et c'est Iori qui vient l'éclairer. En fait, Izagi observe, réfléchit, puis agit. Eh bien,
tout ce temps combiné est trop long dans la vitesse d'action à ce stade-là de la compétition. Il faut réduire ce temps. Alors le temps d'observation, c'est un quart de seconde, c'est très rapide. Le temps d'action, c'est très rapide également. Donc il lui dit, tu ne dois plus réfléchir. Et tu dois laisser ton instinct prendre le dessus. Et c'est là où Izagi se transforme en Son Goku Ultra Instinct de DBS. C'est-à-dire qu'il va laisser ses cellules agir à la place de sa réflexion, sans même que Izagi ait conscience qu'ils doivent agir. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que les actions d'Izagi vont devenir un réflexe, supprimant ainsi le temps de la réflexion. Et c'est tout ce qui lui manque face à un Bigou, à un Rin, qui sont deux garçons athlétiques et qui peuvent compenser, qui peuvent eux observer, qui peuvent réfléchir et agir, parce qu'ils ont le potentiel, ils ont le tonus derrière, ils peuvent y aller. Le coup d'envoi de la balle de match est donné. On a Bigou qui récupère la balle dans sa moitié de terrain et qui la renvoie devant. Izagi se sent pousser, la détermination, il est déter comme jamais le mec, il dit je veux marquer. Si je veux me donner une chance d'être sélectionné, il va falloir que je surpasse tout le monde, il va falloir que je me démarque, il faut donc que je marque, que je sois important, que je sois l'impact player suffisant dans ce match pour pouvoir briller et pour pouvoir me faire remarquer. Et pour y arriver, il va donc devoir dévorer le jeu de ses partenaires. Une notion que l'on avait vue dans la saison 1, c'est-à-dire pour s'améliorer, pour gagner un niveau, il va devoir copier, s'approprier et développer le jeu de ses coéquipiers ou de ses adversaires. Il va devoir les dévorer et les rendre obsolètes. Voyant que dans la contre-attaque finale, il va se laisser encore une fois déposer par le duo d'attaque, il va laisser parler son monstre intérieur, qui va de lui-même s'imposer et aller provoquer la chance en allant à l'encontre du ballon, quitte à dépasser ses coéquipiers et à la jouer perso. Et dans cette scène finale où tout le monde s'étonne de le voir sortir d'on ne sait où, il marque le 5e but synonyme de victoire dans ce match à Couperet. Bigou vient se féliciter juste après l'action à la fin du match avec une petite allusion aux cellules de Son Goku de l'Ultra Instinct, en lui disant tes cellules explosives, je sens que ça va me plaire. On se rappelle que dans Son Goku, l'Ultra Instinct est défini comme les cellules qui sont proactives par rapport à la pensée. Et nous avons également du côté de Rin la référence à la chance, puisqu'on se rappelle que Rin avait marqué dans son match précédent face à Izagi en provoquant la chance justement. Et il lui dit mais tu as eu de la chance. Il manquait plus que Izagi lui dise non, je me suis placé là où le ballon risquait d'aller. J'ai saisi ma chance, j'ai provoqué ma chance et la déesse de la chance m'a accordé ses faveurs. Point barre. Et l'on termine l'épisode avec un aperçu ou un avant-goût du prochain match qui va à nouveau opposer Rin et Bigou avec 3 autres nouveaux joueurs, dont un qu'on avait déjà vu dans la saison 1 avec ses cheveux longs et qui de mémoire était fort avec son jeu de tête, si je dis pas de bêtises. Cette équipe-là va être opposée à l'équipe de Nagi et dans laquelle va figurer Reo. Un match très intéressant donc et qui pourrait clôturer l'arc narratif de la relation Nagi-Reo en cas de défaite. Voilà, la review de l'épisode 3 est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez vu des choses au travers desquelles je suis passé complètement. Et si vous souhaitez visionner d'autres contenus de live réaction, de review, de gaming, de sport également, pourquoi pas, et peut-être un jour d'actualité, vous vous abonnez à la chaîne Taz & Chill. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien. Ciao.